Merci, merci, bonjour. Je suis vraiment, merci, beaucoup de m'avoir invité. C'est ma première fois que je viens à Montréal. Je suis très, très content. Hem, donc je vais vous parler aujourd'hui de ce projet, MIMO. C'est un projet que j'aime beaucoup, qui me tient à cœur, heu, qui parle, bon, on va se focaliser sur les données qui sont traitées au travers de ce projet et notamment sur l'ouverture de ces données. Je vais vous faire un petit retour d'expérience en fait sur ce qu'on a pu faire et étudier par rapport à ces données. Mais d'abord, je voudrais juste vous présenter en 2 ou 3 minutes un peu mieux d'où je viens, la Philharmonie de Paris, parce que j'aime beaucoup aussi la Philharmonie de Paris, pour que vous compreniez mieux un petit peu comment est-ce qu'on en est arrivé là. Donc, la Philharmonie de Paris, vous en avez peut-être entendu parler il y a 1 an, on a ouvert ce joli bâtiment là derrière de l'architecte Jean Nouvel en janvier 2015. Donc ça nous fait maintenant 2 bâtiments. On avait jusqu'à présent un seul bâtiment qui s'appelait la Cité de la Musique. Peut-être que ça vous dit quelque chose. Donc on est très content. On se situe au nord-est de Paris, dans la région, disons, euh, c'est excentré par rapport à ce qu'on peut attendre d'une telle institution culturelle. Et on est juste à côté du périphérique. Donc la Philharmonie de Paris, c'est maintenant donc 3 salles de concert. La dernière d'entre elles, la plus grande, fait 2400 places. C'est également une maison des orchestres, c'est-à-dire qu'on héberge 5 orchestres, des orchestres en résidence tels que l'Orchestre de Paris, des activités éducatives, un grand panel d'activités pour tout le monde de 3 mois maintenant jusqu'à et puis pour tous les niveaux qui sont basés sur la pratique, essentiellement, pratique musicale en groupe. Il y a un musée de la musique qui nous rapproche un petit peu de notre projet. Il y a une médiathèque, et cette médiathèque, elle est insérée dans ce qu'on appelle maintenant un pôle ressources. Donc ça, c'est une vue de la salle de concert qui est magnifique et pour laquelle l'acoustique est vraiment réussie. Enfin, donc, si vous passez par Paris, je vous invite à aller écouter un concert, c'est absolument merveilleux. Ça, c'est un exemple d'orchestre d'enfants. Donc, je vous ai dit, il y a un gros pôle éducation dans lequel donc, nous, on est inclus, pôle ressources. Ces orchestres d'enfants donc, se forment dans le cadre d'un projet qu'on appelle le projet Demos, qui vise à faire des orchestres avec des enfants qui sont issus des quartiers défavorisés. Donc ça fait déjà depuis 3 années que ça dure. Et c'est en train de s'étendre à l'ensemble du territoire français. Une vue donc du musée de la musique. Le musée de la musique, c'est 5000 instruments de musique. C'est une très très belle collection également. Une vue de la médiathèque, où là on voit justement l'espace qui est consacré au musée. Donc il y a 3 personnes qui travaillent sur la documentation du musée de la musique, et on voit des personnes en train de consulter des plans d'instruments. Donc moi je dirige donc le pôle ressources qui inclut cette médiathèque et qui est chargé de toute la partie de la mise en ligne de tout ce qui se passe à la Cité de la Musique, à la Philharmonie de Paris, c'est-à-dire les enregistrements des concerts, c'est-à-dire les archives du musée, c'est-à-dire mettre en ligne la collection des instruments de musique du musée, etc. Alors MIMO, donc
Donc un petit historique, Mimo, ça vient l'idée originale date de 2008. Et c'est un projet donc qui à la base était un projet disons, de numérisation du patrimoine qui vise à rassembler les descriptions et les images des instruments de musique qui sont conservés dans les musées. À l'origine, c'était en Europe. Et c'est en train de s'étendre au monde entier. Donc, description d'instruments de musique, images essentiellement, également quelques enregistrements audio, parce qu'il y a des instruments qu'on peut jouer, et enregistrements vidéo. Donc, à l'époque, l'idée a germé dans la tête disons, 2 ou 3 institutions en Europe, et on a donc déposé un projet auprès de la Commission européenne. Donc vous parlez de il faut du temps, bah, il faut aussi un peu d'argent pour trouver le temps. Donc on a eu un joli budget, sachant que donc, le projet a eu lieu pendant 2 ans, donc de septembre 2009 à septembre 2011. Sachant aussi que les institutions doivent participer à 50%, donc ça c'est le budget total, mais les institutions doivent quand même apporter dans ce type de financement, on va dire. On était à l'origine 11 institutions provenant de 7 pays différents. Donc on avait calculé, parce que ça c'est quand même des institutions qui avaient des grandes collections d'instruments de musique. On avait estimé à l'époque qu'avec ces 11 institutions, on avait à peu près 40% du patrimoine, si on parle des instruments de musique, 40% en Europe. Ça représentait à peu près 15% dans le monde entier. Donc c'était déjà une masse intéressante, conséquente. On arrivait à un peu plus de 40 000 instruments de musique. Donc tout à l'heure on parlait de temps, etc. Alors parmi ces musées, il y a, comme par exemple le Ethnologisches Museum à Berlin, d'autres encore, celui-là, le SPK, là, c'était quand même 8000 instruments, n'avait absolument pas commencé à numériser. Et on parlait de temps. Effectivement, quand on a 50 pianos, c'est pas simple de déplacer les pianos et de les photographier, etc. Mais donc, on est arrivé à la fin, au bout de 2 ans, évidemment avec des moyens, hein, bien sûr, à 40 000 instruments et 40 000, donc au moins une image par instrument. Il va sans dire qu'en fait, ils en ont profité, on en a profité pour prendre plus qu'une image à chaque fois. Mais donc voilà. Je voulais juste dire ça par rapport à tout à l'heure. D'ailleurs, en fait, bon, le projet a été, comment dire, séquencé en tâches, bon, comme ce type de grand projet hein, peut se faire, vous connaissez peut-être. Une des tâches était donc dédiée à ce qu'on appelle la numérisation, mais qui en fait qui revient à la prise de vue de photos. À l'époque, il n'y avait pas encore vraiment le 3D, enfin bon, bref, maintenant on en parle, mais là, ce qui est quand même très intéressant, c'est que ça a donné lieu à l'élaboration d'un manuel pour photographier des objets qui sont spécifiques et qui sont des objets d'instruments de musique. Ce manuel n'existait pas. Donc si vous avez dans vos collections à photographier des instruments de musique, alors vous prenez ce manuel et ça vous dit, ben voilà, le violon, c'est bien de le prendre de face, de profil, etc. Il y a des informations techniques sur la numérisation, les formats qui vous guident dans la prise de vue de ces objets. Donc ça a une autre conséquence, ça fait que si on suit ce manuel, alors on se retrouve avec des images qui sont, disons, relativement identiques, en tout cas prises de la même manière, et ça permet d'aller très vite pour les comparer. Donc on ne se retrouve pas avec un violon vu de
de biais et un autre. Donc ça a aussi une grande valeur scientifique. Ça permet aussi, et il y a des gens qui ont déjà commencé, de rentrer toutes ces images à l'intérieur de programmes qui peuvent analyser les images autrement que les humains. Donc le projet a été présenté comme ça. L'idée, comme il y avait Europeana, il fallait qu'on s'appuie, surtout pour avoir des sous, sur Europeana tout de même. Et donc les 11 institutions devaient fournir leurs données à Europeana, et Europeana était chargé d'exposer ces données, de les montrer au grand public. Depuis, donc, on a beaucoup avancé. Là, on est en 2016. Et on a maintenant développé notre propre site web qui nous permet de mieux mettre en valeur ces données et donc de les montrer un petit peu comme on le veut. J'avais prévu de faire une démo, mais je pense que je la ferai à la fin s'il y a besoin. Il s'agit d'un site web très simple d'utilisation avec un moteur de recherche qui permet de chercher dans ces 5000 instruments. La particularité, vous commencez à la voir peut-être là-haut, c'est qu'il y a beaucoup de langues. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet un peu. Donc les composants principaux de Mimo, c'est ici à gauche le site web dont vous venez de voir la homepage, la page d'accueil, pardon. Le vocabulaire contrôlé, dont on va parler plus en détail, et la base de données qui, comme vient de dire monsieur la présentation d'avant, nous assure que on a une base de données, donc si on veut reconstruire par-dessus une autre interface, ou si d'autres veulent construire une autre interface, bah, ils peuvent. La vraie valeur, en fait, elle n'est pas à gauche, elle est au niveau du thésaurus qu'on a fait et de la base de données. Alors, donc techniquement, donc en 2011, on en était là. Enfin, on est toujours là d'ailleurs. Sauf qu'il y a le site web en plus. Mais les musées, en fait, là sur la gauche, donc ils ont tous, enfin, la plupart d'entre eux, ont une base de données, même si c'est un fichier Excel. Ils ont une base de données qui décrit leurs objets. Donc ils doivent exporter leurs données dans un format commun pour décrire ces objets. Ce format donc s'appelle le format Lido. Nous, au milieu, donc à la Philharmonie de Paris, on héberge la plateforme technique. On utilise OAI-PMH, qui est un vieux protocole, on en parlait tout à l'heure, pour moissonner ces données. Les images, les fichiers sont envoyés par FTP. Au moment où on récupère ces données, il y a un mécanisme qu'on appelle mécanisme d'enrichissement des données, où on ajoute des informations aux données, et c'est ces données qui sont enrichies, qui sont disponibles au travers de la base de données, et donc qu'utilise le site web qu'on redonne à Europeana. Et donc je vais y revenir. Le vocabulaire contrôlé de Mimo, lui, il utilise le link Open Data, enfin, il est dans le nuage de données liées. Ça, c'est une autre vue où on voit un petit peu mieux là où on en est maintenant. Bon, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Donc, je vais vous parler un peu plus donc, du thésaurus et de ce qui fait que tout ça fonctionne assez bien. Donc là, évidemment, il y a une des problématiques dès le départ qu'il fallait régler, c'est que les instruments de musique, ils sont décrits dans la langue dans laquelle le pays est. C'est assez logique, enfin le musée, pardon. Donc, bah voilà, vous avez l'étendue des problèmes si on parle d'une flûte qui aurait été fabriquée en France. On a ça dans les données concrètement. Et bien entendu, si on veut que ça fonctionne, si un Français qui est en général pas très bon en langue cherche des flûtes, il faut bien que ça lui ramène des
des résultats qui proviennent de l'ensemble des données et non pas que des musées qui sont en français. Donc, pour résoudre ce problème, vous allez me dire, on fait un dictionnaire. Oui, donc c'est ce qu'on a fait. On a traduit tous les termes qui désignent des instruments de musique. Dans les, pour l'instant, 9 langues que vous voyez là, il y a le chinois qui vient d'arriver. Donc, on a fait plus qu'un dictionnaire. On a fait ce qu'on appelle un thésaurus, parce que finalement, ce dictionnaire, il est hiérarchisé. Il y a 3 niveaux là, de hiérarchisation. On parle donc des classes un peu principales qui sont les instruments électroniques ou les instruments à percussion ou les claviers. Et puis on descend comme ça une hiérarchie à 3 niveaux. Il y a des synonymes dans chacune des langues, bien sûr. Et puis il y a aussi des liens vers une autre classification qui est la classification Sachsen-Armbustel, qui est une classification très professionnelle, qu'utilisent les spécialistes en organologie. Donc en fait, c'est un thésaurus qui est lié, on commence à parler de liaison, à un autre, qu'on a aussi mis dans la base de données. L'enrichissement des données, donc je vous l'ai dit tout à l'heure, donc là, si j'ai une description d'un instrument de musique qui arrive dans ma base de données, alors il y a un mécanisme automatique qui va chercher dans un des champs Lido qui cherche en fait si, quelle que soit la langue utilisée, ce terme est disponible, existe dans le thésaurus, et dans ce cas-là, garde le terme de départ, mais remplace le terme de départ par l'URI, on en a parlé aussi tout à l'heure, donc l'URL qui désigne cet instrument de musique de manière unique. Et au passage, ajoute toutes les formes différentes avec toutes les traductions, ce qui permet ensuite au moteur de recherche d'être multilingue. Alors le moteur de recherche, le fait qu'on ait donc ce thésaurus qui est traduit en toutes ces langues, donc avec, je suis assez content, mais il y a le chinois qui vient d'arriver, fait que on fabrique aussi, donc ça sert à 2 choses, ça sert à fabriquer l'index de recherche, mais aussi l'interface d'accès à ces instruments, donc à cette base de données. Donc là, on retrouve les 3 niveaux dont je vous parlais tout à l'heure, donc je suis très bien incapable de vous dire lesquels c'est, mais en gros, là, on est sur, par exemple, les claviers et les clavecins, et puis, ça ne doit pas être ça d'ailleurs, parce qu'il y a quelques formes, c'est plutôt les fiddles, je pense. Donc il y a quelques formes qui ne sont pas traduites. Voilà. Un mot sur les licences d'utilisation. Donc les données de description des instruments de musique, elles sont disponibles en CC0. Elles le sont pour l'instant au travers d'Europeana. CC0, donc on s'est appuyé sur Creative Commons, qui donc décrit des manières décrit des usages possibles des données qu'on permet. Donc CC0 veut dire qu'on permet de réutiliser ces données, y compris dans le cadre d'une utilisation commerciale. Les images, par contre, on a laissé on est un peu plus restrictif. Donc on voit ici CC by NCSA. Donc ça veut dire que on permet la réutilisation, mais qu'il faut toujours citer la source, notamment d'ailleurs les crédits qui sont associés à l'image, qu'on n'autorise pas une réutilisation commerciale, et qu'enfin, si on les republie, ces images, alors on doit
les republier avec la même licence. Enfin, les données de vocabulaire, dont je vais continuer de parler après, elles sont aussi disponibles en CC0, donc le thésaurus et la classification, sur le web de données liées. Alors, donc, elles sont disponibles sur le web de données, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on a fait, je pense que là, on est dans les 5 étoiles. On a essayé de miser là-dessus, en fait, faire tout ça pourquoi d'ailleurs? Enfin, on y reviendra après, mais on a fabriqué une interface déjà qui donne accès à ces données, qui est assez jolie, qui nous permet d'en parler, parce que bon, c'est vrai que un thésaurus pas sexy. Donc là, on a une interface. Non mais voilà, donner ça à un service de communication, il va arriver à en faire quelque chose parce que cette interface nous permet d'avoir des représentations de vos données qui sont relativement jolies, comme ça sous forme d'arbre ou bien sous forme de rond. Alors de là à dire que c'est facilement exploitable, que c'est une interface c'est aussi une interface qui permet de naviguer dans le thésaurus. Mais comme il y a 4000 termes multipliés par 9 langues, c'est pas si simple de naviguer là-dedans. Mais tout de même, ça permet d'en parler. Donc derrière l'URI, je sais là qu'on voit là-haut le read organ, si vous tapez ça sur le web, vous arrivez là-dessus. Bon. Ça c'est une chose. Ça c'est pour les humains. Après par derrière, il y a les machines. Et donc les machines, elles ont accès à ce qu'on appelle un Sparkle Endpoint, donc en français, je crois que je peux y arriver là. Mais d'accord. Enfin, ça je savais, mais c'était de la traduction. Espace de requête, merci. Il faut savoir aussi que donc, et ça c'est très intéressant, ce thésaurus en fait, il commence à être vraiment connu et repéré comme étant une source très très fiable, hein, parce qu'il a été fabriqué par des spécialistes. Et donc, là, on vient récemment d'ajouter 103 nouveaux termes pour désigner uniquement des vielles en provenance d'Afrique. Donc c'est quelque chose qui vit et qui est amené à évoluer dans les années qui viennent. Donc ça, c'est juste pour vous redire ce que je viens de vous dire. Donc c'est pas très malin de ma part de l'avoir mis là, mais on a un URI. Là, ça, c'est celui qui désigne l'euphonium. Derrière cette URI, donc vous avez compris qu'en fait, on peut trouver des informations sur cet instrument, informations de base qui sont pour l'instant que les traductions. On va ajouter, je l'espère, aussi des définitions. Ça, c'est un gros chantier. Et donc, derrière cette URI, vous avez deux versions de ces données. C'est la version HTML pour les humains et la version en RDF, donc ce fameux standard, comment dirais-je, on va dire un peu universel, quoi, qui permet d'écrire des choses pas uniquement dans son domaine. Tout à l'heure, je vous ai parlé de Lido. Lido, c'est un standard qui permet d'échanger des données entre musées, donc, qui est adapté au monde des collections qu'il y a dans les musées. Là, on est à un niveau où on échange entre musées. RDF, ça vous donne une ouverture vers le monde entier, c'est-à-dire vers tous les domaines de la connaissance. Et SCOS est on n'en a pas parlé, c'est un format qui permet de décrire des thésaurus en RDF. Alors, tiens, il me manque la moitié de mon... Tiens, c'est marrant, c'est pas grave. Il y avait un autre... Bon, bref. Il y a les avantages, en fait. Avantages de l'ouverture des données sur le web de données. Alors... non, elle n'est pas où il fallait cette slide. Je suis désolé, je vais aller plus loin. Les réutilisations. Donc là, ce dont je vous ai parlé, ça fait, ce qu'on a fait avec ce thésaurus, disons que ça fait à peu près 2 ans qu'on le développe. Alors on en parle, hein, etc. Donc c'est une manière aussi de se faire connaître. Depuis 2 ans, en fait, on constate qu'il y a de vraies réutilisations de ce thésaurus. D'ailleurs, on pense que il y en a
il y a beaucoup de réutilisations dont on n'a pas connaissance, parce qu'en fait, on a connaissance en général quand il y a un problème, et que les gens ils vous contactent en disant « Ah oui, mais votre Sparkle Endpoint ne marche plus », ou voilà. Bon, là, mais sinon, en fait, on pense qu'il y en a plus que ça. J'ai 2 ou 3 exemples. Le premier, ça c'est dans un système de gestion de collection de musées qui s'appelle Museum Plus. Et on voit là-haut des identifiants. Alors, évidemment, il est utilisé pour décrire des instruments de musique dans ce cadre-là, mais on voit qu'on est très très fiers parce qu'on est juste en dessous du Getty. Donc là, c'est un terme d'instruments de musique, et donc notre thésaurus a été importé. Ça n'utilise pas en fait le Sparkle Endpoint, il a été importé. Ici, ça c'est un autre exemple. Pundit, c'est un système d'annotation de pages web qui utilise les technologies du web sémantique. Et donc, ils nous ont contactés aussi, eux, en nous disant « Ouais, mais ça marche plus ». Parce qu'en fait, on s'est rendu compte que donc ils utilisaient le Sparkle Endpoint, là, pour le coup, du thésaurus, pour aller puiser, chercher chez nous si il n'était pas question d'un instrument de musique. D'accord ? Et ramener l'URI ensuite. Et ça, c'est un travail qui est en cours à la Bibliothèque nationale d'Allemagne. Donc c'est un travail d'alignement au sein du thésaurus de la Bibliothèque nationale d'Allemagne. Donc alignement entre différents thésaurus. Donc vous voyez Rameau, celui de la BNF, vous voyez LCSH, ça c'est celui de la Library of Congress. Tout à l'heure on a parlé de Music Brains, oui, parce qu'on est aussi dans le domaine musical. Et puis celui-là, en fait le LCMPT, je ne sais pas, ça a l'air d'être aussi la Library of Congress, mais un autre truc. Peut-être ouais. Enfin bon, donc là ce qui se passe, c'est que ils sont concrètement en train de créer ces liens dont on parle tout à l'heure, c'est-à-dire de dire que la trompette, parce que je crois que c'est ça dont on parle ici, la trompette chez Mimo, le concept de trompette chez Mimo, c'est le même que le concept de trompette dans Rameau, dans LCSH et dans le GND, qui est donc le thésaurus allemand. Et là, en créant ces alignements, on crée ces liens qui vont permettre au moteur de recherche d'aller, à un moment donné, si la Bibliothèque nationale allemande n'a pas la traduction chinoise de trompette, pour aller la chercher chez nous. Vous voyez un petit peu le... Potentiellement, après, ils en font ce qu'ils veulent. Ouais, je sais pas. Voilà. Alors, l'expansion internationale de Mimo, c'est un peu pompeux, mais bon, c'est quand même... c'est des minutes ou des secondes? Pardon. Écoutez, voilà, donc là, on a maintenant... en fait, on travaille avec de nombreux musées en dehors de l'Europe, dont un en Chine, 2 en Afrique et 2 aux États-Unis, pour intégrer leurs données dans Mimo. Donc, on parle des, voilà. Ça, c'est la liste d'ailleurs des musées et des collections qui sont disons, en cours d'intégration. Je vais vite. Bon, ça c'est pas intéressant, c'est juste qu'on en parle effectivement, donc on va même jusqu'à faire des sessions de, donc ça c'était une session disons de tutoriel qui durait 2 jours, qui a été organisée en Pologne, où on convie les musées qui veulent participer à Mimo et on leur explique ce que ça veut dire d'un point de vue technique, d'un point de vue de curation, etc. Pour participer. Ah voilà, juste donc, je voulais mettre en regard le fait que bon, on a parlé d'avantages tout à l'heure ce matin de l'open data, et puis donc bon moi j'en vois plusieurs, hein, il y en a plein, mais pour les institutions, ça force de toute façon à retravailler sur ces données. Si on veut les mettre en ligne, bien sûr, elles n'ont pas été conçues pour être mises et réutilisées par d'autres.
en général, les données dans les musées, ben, c'est un peu comme la roche, c'est des strates qui peuvent remonter à bien longtemps, et ces strates, c'est les conservateurs qui se sont succédés et qui ont rajouté des couches à chaque fois. Enfin, moi, je vois ça un peu comme ça. Et enfin, donc c'est ce que je disais tout à l'heure, ça oblige à utiliser des standards usuels, mais en général, les standards de son domaine suffisent, quoi. On va choisir Lido, on va choisir, je sais pas... Bref, quelque chose on n'a pas besoin en fait d'aller voir au niveau des standards, des modèles à utiliser pour exposer ces données, d'aller voir ailleurs ce qui se fait. Mais ça veut dire qu'on est toujours dans son domaine. Après, l'avantage de l'open data sur le web de données liées, il y en a plusieurs. Vous en avez parlé ce matin aussi, le fait que votre institution, votre projet, j'en sais rien, continuera d'être connu. En fait, ça va faire en sorte qu'il soit... Enfin, ça participe, en fait, c'est une forme de communication qui est très fine, mais quand même, elle est là. L'URI, il est important, l'URI, il permet de vérifier qu'en fait, la donnée, elle provient bien de chez Mimo. Et donc, chez Mimo, on est de plus en plus connu, et en même temps, c'est une manière, pour les gens qui l'utilisent, d'avoir confiance. Donc, la notion de trust est assez importante dans le web de données liées. Évidemment, ça favorise l'interconnexion avec d'autres systèmes d'information, parce qu'on est obligé, oui, de faire des Spark Endpoints, ou de faire des API qui permettent à d'autres programmes de réutiliser tout de suite ces données. Et puis, l'utilisation de standards universels comme RDF donne des ouvertures vers des domaines totalement différents de la science. Voilà, quelques liens. Donc, il ne faut pas négliger... il faut faire son petit GitHub là pour parler aux développeurs. Donc on a tout un tas d'endroits sur le web où on peut aller, donc qui sont destinés soit aux développeurs, soit aux gens qui veulent plus communiquer. Et je vous remercie. J'espère que j'ai pas...